Cet article a pour but de poser les bases des principes de cette approche scientifique nouvelle que nous appelons astrogéométrie. Comme l'archéoastronomie, en son temps, l'astrogéométrie vient bousculer les méthodes d'investigation classiques de la recherche en histoire et archéologie. Les archéologues et les historiens ont mis très longtemps pour accepter les découvertes et méthodes de l'archéoastronomie. Le livre de Félix Gaillard, Astronomie préhistorique, paru à la fin du XIXe siècle, fut très mal accueilli par la communauté scientifique. Pourtant, les faits qu'il rapporte sont simples et exacts. Même si à ce jour, les archéologues refusent pour la majorité d'envisager que les mégalithes aient quelque chose à voir avec l'astronomie, la plupart des historiens et archéologues ont admis que les espaces sacrés, temples, monuments funéraires ou religieux, sont orientés en fonction de phénomènes solaires. Il s'agit entre autres des solstices, des équinoxes et parfois de dates de fêtes particulières propres à la culture étudiée. À l'heure actuelle, nous affirmons avec une poignée de chercheurs dans le sillage de Howard Crowhurst que l'astronomie n'est qu'un des aspects de la science ancienne et que les anciens ont ainsi intégré des paramètres géométriques, métrologiques, numériques. Cette combinaison de paramètres délivre des informations que nous pouvons comprendre en limitant les interprétations hasardeuses. Parmi ces chercheurs qui emboîtent le pas de la méthode de Howard Crowhurst, il y a Alan Bequet, Éric Charpentier, Pierre Coucy et moi-même. Et peut-être d'autres chercheurs qui ne publient pas encore leurs recherches. Quelle est donc la méthodologie en astrogéométrie? Lorsque nous souhaitons étudier un lieu important, tel que le plateau de Gizeh en Égypte, l'île de Pâques, la cité de Angkor Wat, les alignements de Karnak en Bretagne, nous devons commencer par nous poser une question. Où se lève le soleil et la lune lors des solstices ou des lunes majeures et mineures? Puis la seconde question intervient immédiatement. Quel est l'angle d'azimut du lever à cette latitude? La troisième question à se poser est: quelles sont les caractéristiques de ces angles? C'est à ce moment-là qu'intervient la géométrie. En effet, ces angles sont ceux de figures géométriques simples. « 28,07° est l'angle d'un triangle rectangle en nombre entier, le 8, 15, 17, c'est-à-dire que l'angle formé par le côté 8 et le côté 15 de ce triangle est de 28,07°. 36,87 est l'angle d'un triangle rectangle, en nombre entier, le 3, 4, 5. C'est-à-dire que l'angle formé entre le côté 3 et le côté 4 de ce triangle mesure 36,87°. 26,56 est l'angle diagonal d'un double carré. « 24,09 est l'angle formé par un rectangle de petit côté qui vaut une unité de longueur et dont le côté long vaut 2,236, c'est-à-dire la racine de 5. Ou plus simplement, il s'agit de la diagonale rabattue du double carré qui sert à créer un nouveau rectangle long. On peut aussi chercher les azimuts lunaires,
car la Terre présente deux astres majeurs dont la périodicité est simple et varie très peu dans le temps. Il s'agit du Soleil et la Lune. Maintenant, il faut tenter de voir si les monuments que nous étudions ont un rapport avec la géométrie formée naturellement par le Soleil et ou la Lune. Par exemple, en Bretagne, le quadrilatère de Crucuno est un rectangle de proportion 3 par 4, et la diagonale indique les axes solsticiaux. Nous avons aussi une occurrence de fait qui relie la géométrie et l'architecture à l'astronomie. Un autre exemple, le temple de Karnak à Luxor est orienté de 26,5 degrés, exactement dans l'axe du coucher solsticial en juin. À Gizeh, l'angle d'azimut des deux chaussées processionnaires devant les pyramides de Khéops et Képhren indique 14,04°, soit le demi-angle de 28,07. De fait, les deux angles ouverts forment exactement l'angle solsticias du lever solaire en Égypte. L'astrogéométrie, c'est donc la présence d'une architecture géométrique qui coïncide avec les axes de coucher ou lever astronomique majeur. Pour aller plus loin, il faut se pencher sur les orientations secondaires. Par exemple, pourquoi la chaussée de Khéops et de Képhren est orientée de 14,04°, soit la moitié de l'angle solsticial? À quelle date le Soleil se lève le long de cet axe de 14,04°, et à quoi correspond cet axe en termes géométriques? 14,04°, c'est l'axe de diagonale d'un quadruple carré, et le Soleil se lève dans cet axe le long de la chaussée processionnaire de Képhren le 14 février. Or, le 14 février divise la saison d'hiver en 55 et 34 jours, pour un total de 89 jours. Il s'agit de trois nombres de la suite de Fibonacci, si bien que 55 divisé par 34 est égal à 1,618, le nombre d'or. Dans cet exemple, on comprend que les orientations non solsticiales peuvent permettre de diviser la saison suivant des nombres symboliques, entiers ou irrationnels. Ce type d'exemple abonde, puisque le temple de Baalbek au Liban répond exactement du même principe. Son orientation est identique à celle de la chaussée processionnaire de Képhren, et le soleil s'y couche le 14 février aussi. Les orientations des monuments anciens permettent la division de l'espace et du temps en suivant des principes simples qui s'appuient sur la géométrie et les nombres. Pour aller encore plus loin, il faut s'intéresser aux dimensions de ces monuments et aux distances qui les séparent. Car s'il y a une géométrie modulaire avec des nombres entiers simples, il y a nécessairement une unité de mesure. Reprenons l'exemple du quadrilatère de Crucuno. Ce rectangle de proportion 3 par 4 et dont les diagonales indiquent les axes solsticiaux d'hiver et d'été, présente des dimensions de 30 par 40 yards mégalithiques. Les proportions géométriques, les mesures et l'astronomie sont ainsi reliées en toute simplicité. L'autre exemple majeur que nous pouvons donner se trouve à Gizeh. À cette latitude, l'astronomie, la géométrie, la coudée royale et les dimensions de la Terre sont associées. En effet, à Gizeh, l'angle formé par le Soleil lors des solstices correspond à celui d'un triangle rectangle en nombre entier. Il s'agit du 8, 15, 17. Or, à la latitude des grandes pyramides, une seconde d'arc de méridien mesure exactement 30,8 mètres. Or, si l'on place 8 unités de 30,8 mètres sur le côté opposé du triangle, 15 sur le côté adjacent, alors l'hypoténuse mesure 17 fois 30,8, c'est-à-dire 523 mètres 60, ce qui fait exactement 1000 coudées royales. La mesure de la coudée royale égyptienne. Pour conclure, cette science est totalement ignorée, voire boycottée par les historiens et archéologues. Comment expliquer cela? Une amnésie collective est possible, mais ce n'est pas la seule raison. Le développement de cette science remet en cause toute la vision que nous avons de l'histoire.
car ce que nous découvrons avec cette méthode révèle des connaissances astronomiques, géodésiques, mathématiques, scientifiques d'un niveau tout simplement prodigieux. Cela ne colle pas à la vision que nous avons des premières civilisations. La science d'aujourd'hui est incapable d'expliquer cet anachronisme, autrement qu'en ignorant les faits et en tentant de les nier. Il convient aussi de préciser que cette méthode est très peu employée par les chercheurs amateurs qui publient pourtant des livres, des films, qui tiennent des blogs et donnent des conférences sur les civilisations anciennes. Cela est regrettable pour plusieurs raisons. J'observe que beaucoup de chercheurs amateurs manquent de méthodologie et ont tendance à surinterpréter des données observables. L'autre inconvénient, c'est que cette disparité des interprétations décrédibilise la recherche. J'ai moi-même manqué de méthode lors de mes premières publications, et mon premier petit film documentaire, Teotihuacan, la Cité des Sciences, comporte de nombreuses lacunes et de mauvaises interprétations. Plus de la moitié des faits que j'interprétais dans ce premier film sont à mettre à la poubelle. Pour approfondir vos connaissances, je vous conseille un livre. Mégalithes, principe de la première architecture monumentale. Et bien sûr de suivre ce blog, ainsi que la chaîne Épistémia. Merci, au revoir et à bientôt.